Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien. Nous sommes avec le docteur Gervais Nyaka Lagotié, qui est assistant professeur d'histoire et d'études panafricaines à la Lincoln University en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Docteur Nyaka, bonjour. Et bonjour, Bachir. Et merci de nous honorer de votre présence sur les antennes de Pan-African Media. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Alors, je rappelle que non seulement vous êtes donc enseignant à l'université Lincoln en Pennsylvanie, mais vous êtes aussi panafricaniste de longue date pour avoir commis un certain nombre d'ouvrages d'ailleurs qui sont de plus en plus lus. Mais aussi, vous êtes à la tête de la commission scientifique du 9e congrès panafricain qui va se tenir à Lomé au Togo. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est le comité scientifique. J'ai été nommé par l'architecte du 9e congrès panafricain, le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussé. Merci pour la précision, docteur Nyaka. Docteur Nyaka, cet entretien sera également l'occasion pour vous de donner un droit de réponse à certains propos tenus à votre rencontre lors d'une des émissions que d'ailleurs j'ai présentées, un appelant à s'est exprimé concernant donc ce congrès et faisant allusion à vous. En temps voulu, donc nous vous donnerons en tout cas ce droit qui est le vôtre de répondre à ces propos. Mais en attendant, parlons de toute autre chose. Quand j'ai dit toute autre chose, je voudrais qu'on reste dans votre domaine des définitions. Docteur Nyaka, comment est-ce que vous définissez justement le panafricanisme au moment où cette idéologie prend de plus en plus de l'ampleur sur le continent et dans le monde? Ok, merci beaucoup, Bachir. Avant de répondre, je voudrais faire quelques précisions. Oui. Je suis depuis, je crois que c'est depuis le début de cette année, Oui. Je ne suis plus maître assistant, je suis devenu maître de conférence en histoire et en études panafricaines à Lincoln University. Et depuis le mois de juillet, je suis le chef du département des études panafricaines à Lincoln University. Et donc, j'avais voulu préciser cela. Et puis, comme nous sommes en train de parler des gens qui essaient de définir et de dire des choses qui ne sont pas correctes, j'enseigne l'histoire parce que mes conditions m'ont permis d'enseigner l'histoire, mais j'ai étudié au département d'études africaines et je me suis spécialisé en politique publique et développement en Afrique. C'est ce que j'ai fait à Howard University. Et ma thèse, c'est sur le discours sur l'intégration économique africaine vers une théorie du développement panafricain authentique. Voilà un peu en ce qui me concerne. Et donc, c'est dans ce registre que j'étais jusqu'à ce que je rencontre un certain nombre de personnes, dont le ministre Robert Dussé. Maintenant, pour revenir au panafricanisme, Oui. c'est plus que c'est un mot, c'est une doctrine, c'est une idéologie. C'est une politique publique. Le panafricanisme met l'accent sur l'unité et la solidarité des peuples africains pour qu'ils arrivent à reconquérir leur souveraineté politique, économique, culturelle et spirituelle qu'ils ont perdue dans leur rencontre avec des systèmes basés sur la suprématie blanche qui sont l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, la ségrégation, et le néocolonialisme, la France-Afrique et ce qu'on peut appeler aujourd'hui le néolibéralisme. Et donc les valeurs du panafricanisme donc, sont l'unité, la solidarité, la dignité, la souveraineté. Et voici autant de choses qu'on devrait savoir pour donner une définition assez brève du panafricanisme. Cette définition, docteur Nyaka, s'y est-elle toujours avec l'actualité africaine du moment? Oui, bien. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir du panafricanisme, c'est ce que nous avons étudié. Et donc, ceux qui veulent savoir, c'est ce qu'on essaie de partager avec eux. Le panafricanisme, depuis que cela a été conçu comme un concept structuré au début du XXe siècle, ça peut évoluer. Ce n'est pas un concept qui est statique. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Et les choses qui ne changent pas sont les suivantes. Je peux même les placer en 3 catégories. Oui. La première, ce sont les systèmes d'exploitation et d'oppression qui ne changent. Les systèmes d'exploitation et d'oppression. Ça, c'est un. De deux, c'est
ce que j'appelle les déterminants unificateurs. Quels sont les concepts ou qui arrivent à amener les Africains ou les peuples de descendance africaine à se mettre ensemble afin de chercher à travailler dans l'unité et la solidarité pour conquérir leur souveraineté. La troisième chose qui ne change pas, c'est la question de l'idéologie. Et donc, voilà les trois choses. Et pour parler rapidement, hier, c'était l'esclavage, hier, c'était le colonialisme, aujourd'hui, c'est le néocolonialisme, c'est la France-Afrique, c'est le néolibéralisme. Quand on parle de la première des choses qui ne change pas dans l'histoire du panafricanisme, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation et d'oppression. Maintenant, les déterminants unificateurs. Hier, c'était la fin de l'esclavage. Hier, c'était l'indépendance politique ou économique de l'Afrique. Hier, c'était donc la décolonisation. Aujourd'hui, quand on parle des déterminants unificateurs, on a question, par exemple, la question de la suppression de la dette des pays africains, des peuples de descendance africaine, et la question de la réparation, la question du retour des biens culturels africains, et puis la question de la justice économique. Ça, c'est par rapport à la deuxième chose qui ne change pas dans le panafricanisme. La troisième chose qui ne change pas, c'est la question de l'idéologie. Hier, c'était le socialisme. Hier, c'était le capitalisme. Aujourd'hui, il y a des débats par rapport à une nouvelle idéologie. Et c'est dans ce décor que quelqu'un comme moi, avec des frères et des amis, nous sommes en train de proposer la philosophie Ubuntu comme devant être l'idéologie idoine autour de laquelle concevoir l'unité de l'Afrique. Ah oui. Et alors, donc, à la lumière de ce que je viens de vous dire, oui. Tous ceux qui parlent du retour, du retrait des bases militaires, qui parlent de justice économique, tous ceux qui parlent de l'Afrique aux Africains, tout cela, ça rentre dans le débat, dans le cadre du débat africain, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très important, en tout cas, la philosophie Ubuntu, qui va orienter, si vous voulez, si j'ai bien compris, la démarche panafricaniste à laquelle vous faites allusion. Mais comment vous expliquez, docteur Nyaka, les difficultés auxquelles font face les dirigeants africains à chaque fois qu'ils essayent d'implémenter justement cet idéal dans leur système de gouvernance? Et ça, c'est une question, voilà, c'est ça la réalité du monde. Depuis que les Européens sont sortis de leur Moyen-Âge et qu'ils ont conquis, ils ont gagné cette bataille de Ceuta en 1415, quelque part au nord de l'Afrique, et que sous le leadership du Portugal, qu'ils ont commencé à aller à la source des épices, donc dans les îles Moluques, que les Portugais ont d'ailleurs conquises en 1512, et qu'à la suite du Portugal, il y a eu l'Espagne, il y a eu bien d'autres pays comme la France et tout cela. Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, les Européens ont installé un système de gouvernance mondiale basé sur la question de la suprématie blanche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'esclavage. Quand l'esclavage était en train de finir, ils sont venus avec le concept du commerce légitime, qui n'a pas beaucoup duré. Après cela, ils ont mis sur pied la colonisation. Quand la colonisation est en train de finir et que les Africains se sont mobilisés et qu'ils ont commencé à conquérir leur dépendance politique, les Occidentaux sont venus avec plusieurs autres systèmes, dont le néocolonialisme. Et c'est dans ce néocolonialisme-là que nous sommes. Donc, il faut comprendre que tous ceux qui s'opposent à l'idéal de dominance et de domination des Occidentaux, les Occidentaux font tout pour pouvoir empêcher cet idéal-là. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, oui, les Européens veulent dominer le monde, mais ils se battent aussi pour imposer leurs idées. Et donc, si quelqu'un vient avec des idées qui sont contraires à leur vision du monde, donc la personne devient un ennemi et il faut donc détruire cette personne. Naturellement, en dehors de cela, il y a des gens en Afrique qui se muent soit par l'égoïsme, par l'égocentrisme, par l'égotisme, mus par des ambitions personnelles qui ne veulent pas accepter l'importance de l'unité de l'Afrique, alors que les Européens, tout ce qu'ils font, même s'ils se battent entre eux, ils le font souvent de façon coordonnée pour imposer leur domination sur la terre. Donc c'est pour cela que le panafricanisme a connu quelques difficultés, mais contrairement à ce que certains croient, le panafricanisme a connu beaucoup de victoires. D'abord, la conquête de nos indépendances rentre dans le cadre de la lutte panafricaine et c'est une victoire panafricaine. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et cela aussi rentre dans le cadre de la lutte des victoires panafricaines. La libération de Gbagbo Laurent, de la Cour pénale internationale de justice, cela aussi rentre dans le cadre des victoires panafricaines. Donc il y a eu autant de victoires que nous devons célébrer. Il ne faut pas toujours voir le panafricanisme comme étant un paradigme qui a échoué.
À côté de ces victoires, il faut bien rappeler, hein, et l'histoire nous l'a enseigné, je parle quand même sous le contrôle de l'enseignant d'histoire que vous êtes, Julius Nyerere, Antonin Firmin, Webb Dubois, Muammar Kadhafi, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, tous en ont fait les frais. Mais est-ce que cela ne crée pas une sorte de psychose pour les nouveaux leaders? Mais bien sûr que ça crée une sorte de psychose. Comme aujourd'hui le panafricanisme est devenu quelque chose de populaire, et puis il y a donc des gens viennent et puis bon, ils parlent parfois des choses qu'ils ne savent pas. Oui. Je vais vous donner une information. En 2008, mes amis et moi, on a voulu organiser un atelier quand Obama devait devenir président, mais quand il était élu président. Oui. Et donc, à côté de mon université où j'ai fait mes études, à Sankofa, tenu par des Éthiopiens. Donc, quand j'étais en train de parler du panafricanisme, dans une salle où il n'y avait pas de blancs, il y avait auprès de plus de 20 personnes venant de différents pays africains. Mais il faut voir comment les gens étaient en train de me demander de laisser tomber le concept du panafricanisme. Wow. C'est pour voir à quel point les Africains ont été traumatisés par ce qui est arrivé à leur leader. Et donc, ce que moi je dis en cet instant, c'est que je ne connais pas un autre concept qui soit un cri de ralliement des Africains, des peuples de descendance africaine. Que moi, je me battrai pour le panafricanisme jusqu'à ce que l'histoire me donne raison par rapport à ce projet. C'est pour cela qu'on a continué. Donc, ce qu'il faut savoir, comme le panafricanisme connaît des moments de pic et des moments d'hibernation, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de pic, une phase épique du panafricanisme, avec les contributions des uns et des autres, tous ces Africains qui ont créé des médias et qui essaient d'éveiller les consciences, tous ces cyberactivistes qui essaient d'éveiller les consciences, tous ces gens dans les rues qui essaient d'éveiller les consciences, ces leaders africains qui essaient de s'ajuster, le travail des intellectuels africains et des peuples de descendance africaine, tout cela a contribué à donner une nouvelle vie au panafricanisme, et c'est dans ce contexte-là que nous sommes, et nous estimons il est possible que nous gagnions, encore que nous arrivions à avoir des victoires, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, si on a peur, ça veut dire qu'on a abandonné, ça veut dire que c'est pour une défaite éternelle. Or, il ne faut pas. Et donc, c'est pour cela que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. En tout cas, des petits pas et qui donneront des grands pas certainement. On avance et il y a des résultats, ça c'est sûr. Mais docteur Nyaka, sur un plan purement géostratégique, où est-ce que vous situez le panafricanisme dans un monde qui est divisé, si vous voulez, en deux? Il y a des globalistes d'un côté et les partisans du monde multipolaire de l'autre. Bon, quand il y a des globalistes, quand on parle de globalistes du monde plus multipolaire, je ne comprends pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux sont dans une logique d'universalisme, mais qui s'appuie sur la domination européenne et occidentale du monde. Et puis, il y a d'autres qui estiment qu'il faut quitter la logique de cet universalisme européen et proposer un monde polycentrique. Et la guerre en Ukraine, menée par la Russie pour défendre ses intérêts contre l'Ukraine, qui essaie de se défendre pour défendre ses intérêts, soutenue par les Européens qui essaient de défendre leurs intérêts, cette guerre en Ukraine et la guerre des Juifs contre Gaza, ces deux guerres-là ont réussi à montrer que ce monde-là ne doit pas être un monde unipolaire. Ça doit être un monde polycentrique, un monde multipolaire, où il doit y avoir plusieurs centres de décision, ou même plusieurs centres de pensée. Et c'est dans ce registre-là que les BRICS jouent un rôle important. Je parlerai tout à l'heure de ma critique des BRICS dans quelques instants, mais c'est dans cette logique-là que les BRICS jouent un rôle important. C'est dans ce contexte-là que la guerre en Ukraine a permis à ce que la Russie renforce ses liens économiques avec la Chine, avec les pays arabes et avec d'autres pays et qui ont essayé de braver les sanctions des Occidentaux. On en parle de plus en plus d'une monnaie qui va être la monnaie des BRICS, afin de réduire l'indépendance et la puissance du dollar. Tout cela montre que le monde est en train de changer. Dans ce décor, le panafricanisme demeure la seule réalité géopolitique que les Africains doivent embrasser. Le panafricanisme doit demeurer la religion politique des Africains parce que l'unité est la loi de Dieu, et parce que la puissance du plus fort est toujours la meilleure, et parce que les autres blocs sont en train de se former, non pas en tant que pays individuel, mais en tant que grand bloc dans ce décor-là. Quand les Africains veulent essayer de faire comme les autres,
afin de survivre dans ce monde. Il n'y a que le panafricanisme qui peut donner aux Africains la possibilité de survivre dans ce monde-là. Est-ce que cela s'explique aussi par le penchant qu'ont les nouveaux dirigeants? Je pense par exemple aux dirigeants de l'AES, leur penchant vers les pays BRICS justement. Oui, bon, c'est-à-dire que je crois que là, les journalistes doivent faire un travail un peu plus au-delà des informations qu'ils donnent tous les jours. Ce que les gens voient avec l'AES là, ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que quand on voit l'excitation autour des questions de l'AES, on est surpris. Ce n'est pas nouveau. Quand il y a eu les indépendances en Afrique, il y a eu ce débat-là. Quand la loi cadre a été adoptée, il y a eu ce débat entre les nationalistes africains. Il y en a qui voulaient de la dislocation des fédérations coloniales comme l'Afrique occidentale française ou l'Afrique équatoriale française. Et il y en a d'autres qui voulaient que ces fédérations soient maintenues, mais indépendantes, détachées des Occidentaux, détachées de la France. Donc, il y a eu ce débat. Et donc, au lendemain de ces débats-là, un pays comme la Tanzanie aujourd'hui, c'est d'abord l'union de Zanzibar et de Tanganyika. Et ça, il faut que les gens le sachent. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a eu la tentative de la Fédération du Mali qui allait échouer. Et puis, troisièmement, il y a eu naturellement l'union Ghana-Guinée qui a été scellée par Kwame Nkrumah et par Sékou Touré. Et après, il y a eu l'union Ghana-Guinée-Mali. Donc, il faut que les gens sachent que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des gens ont déjà essayé de faire cela. Maintenant, pourquoi est-ce que l'union Ghana-Guinée n'a pas eu autant de succès? C'est ce que ceux qui parlent aujourd'hui de l'alliance des États du Sahel, c'est ce qu'ils doivent chercher à comprendre. Et il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'ils sont en train d'inventer la roue. Ça aussi, c'est important. Beaucoup de gens parlent de l'AES avec hésitation. Ce n'est pas facile de diriger un pays africain, surtout à la lumière de la volonté manifeste des Occidentaux de maintenir leur domination sur les pays africains. Docteur Nyaka, vous avez dit, et je ne vous coupe pas, vous avez dit beaucoup de gens ont essayé, et d'ailleurs vous avez cité des exemples qui sont des faits, et vous n'avez d'ailleurs rien inventé, vous l'avez dit, et c'est clair. Mais des gens ont essayé et ça a échoué. Comment éviter donc l'échec aujourd'hui? Par rapport à pour parler ça, je vais parler par rapport aux gens de l'AES. Oui, justement, c'est par rapport à l'AES. Voilà, je n'ai pas toutes les données par rapport à comment les gens de l'AES gèrent le pays, mais ce que je sais, c'est qu'au moins il faut leur donner du crédit, d'avoir osé dire non. Oui. Il faut leur donner du crédit d'avoir relancé le débat de la souveraineté politique et économique de l'Afrique. Il faut leur donner du crédit de chercher à multiplier leurs partenaires. Comme je dis, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, tout cela, ils ont essayé de multiplier leurs partenaires quand ils sont devenus indépendants. Oui. Mais maintenant, quand on a commencé à faire cela, quand on donne du crédit à un pays comme le Mali, qui depuis 2 ans a subi des sanctions, mais qui a réussi à utiliser le CFA et à payer les salaires de ces travailleurs et à faire fonctionner l'État malien. Donc, on voit leur volonté de mettre sur pied ce qu'on peut appeler, ce que le ministre et ce que le président Goïta appelle la souveraineté sécuritaire. Oui. On est d'accord pour cela. Mais ce n'est pas suffisant. L'une des choses que les pays de l'AES ne sont pas en train de faire, et parfois les gens sont tellement excités par rapport à tout ce qui se fait là-bas, c'est qu'ils n'ont pas encore changé le curriculum scolaire. Je n'ai pas encore vu au Mali, et puis au Niger, et puis au Burkina Faso, et je n'ai pas encore vu au Sénégal, qui semble s'inscrire dans cette logique de souveraineté politique et économique de l'Afrique, une volonté de transformation du système éducatif. C'est la première des choses qu'il faut faire avant de chercher à faire d'autres choses. Parce que c'est le changement du système éducatif. Quand on sera en train d'enseigner le panafricanisme, et puis l'histoire des peuples de descendance africaine, en Argentine, au Brésil, à Cuba, quand on sera en train d'enseigner l'internationalisme, pour mettre l'accent sur la révolution cubaine qui a contribué à la décolonisation de l'Afrique. C'est comme ça qu'on forme et qu'on formate des générations d'Africains. C'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien dans l'effervescence, mais de façon stratégique, là, il faut transformer le système éducatif.
Les Nkrumah l'ont fait. Mais cette génération, je ne le vois pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, naturellement, il faut trouver des questions innovantes d'accélérer le développement. Il y a des experts qui sont là, qui existent, et puis qui ne sont pas approchés, qui ne sont pas consultés comme il se doit. Et donc, ça aussi, c'est la deuxième des choses que les leaders des pays de l'AES doivent faire. J'ai parlé avec une de ces personnes qui a essayé de proposer des choses au Mali et qui m'a dit qu'elle n'a pas été entendue. Donc, je ne parle pas de moi, je parle des gens qui pourraient les aider et ils sont là, il faut les trouver. Voilà un peu ce que je voudrais proposer pour ne pas être long sur cette question. Très bien. Parlons à présent, Dr Nyaka, de ce 9e congrès panafricain qui doit se tenir à Lomé. Et c'est quoi ce grand rendez-vous? Ok. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que quand le panafricanisme a été conçu, structuré comme système et concept, il y a eu donc plusieurs types de rassemblements. Et il faut que les gens le comprennent. Ceux qui parlent du panafricanisme doivent être capables de faire la différence entre la première conférence de 1900 de Henry Sylvester Williams, les 5 congrès de panafricains, je dis bien congrès panafricains de W.B. Du Bois, 1919, 1921, 1923, 1927, 1945, celui de 1945 qui était appelé le congrès de Manchester. Et puis, il faut faire la différence entre donc, la conférence de Sylvester Williams, le congrès de Dubois et les conventions de Marcus Garvey des années 20. Et puis, naturellement, il faut faire la différence entre ces différentes appellations et ce qu'on appelle en anglais le All African People's Conferences, qui a été initié par Kwame Nkrumah à partir de 1958. Là, il y en a eu 3, 58, 60 en Tunisie et puis 61 en Égypte. En 58, c'était au Ghana. Maintenant, quand l'Afrique est devenue indépendante, il y a eu donc le 6e, le 7e et le 8e congrès panafricain donc, sur le territoire africain. Donc, sous le leadership du Togo, l'Union africaine donc, a décidé, dans le cadre de la décennie des peuples de descendance africaine 2021-2031, donc l'Union africaine a décidé, sur proposition du Togo, qu'il y ait un 9e congrès panafricain. Donc le 9e congrès panafricain s'inscrit donc dans la logique de la tradition des rassemblements panafricains initiés par W.B. Du Bois. C'est pour cela qu'on parle du 9e congrès panafricain. Cette décision avait déjà été prise avant que des gens comme moi ne soient associés dans ce projet par Claudicia, qui allait être le MC de la cérémonie du lancement, je crois le 22 mai 2023 à Lomé. Voici ce qu'il faut savoir. Et donc, selon donc, le contexte du moment, donc, ceux qui organisent les rassemblements panafricains trouvent des thèmes qu'ils estiment être importants. Le thème aujourd'hui, qui est très, très important pour les leaders africains, c'est la question de la réforme des institutions internationales. Donc, le thème du 9e congrès de Lomé est sur la réforme des institutions internationales, comment mobiliser les ressources et les Africains afin de contribuer à la réforme du système international. Comme on le sait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 5 pays qui ont le droit de veto. Et donc, quand ils ne veulent pas que quelque chose se passe, ils utilisent le droit de veto. Et donc, c'est dans ce décor-là que des gens estiment, depuis Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Dr Naledi Pandor, Robert Dussé et tous les leaders africains pensent qu'il faut changer le système international. Et donc, voilà l'idée du thème. Et donc, dans la logique, il a été décidé de faire 6 pré-congrès itinérants. Ça veut dire que l'Union africaine a reconnu 6 régions. Donc, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud ou l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et puis l'Afrique de la diaspora, c'est-à-dire là où se trouvent les peuples de descendance africaine. Et c'est comme cela que l'Afrique du Sud, alors dirigée, la ministre des Affaires étrangères, Dr Naledi Pandor, a été le premier pays à commencer la série des pré-congrès. C'était en Afrique du Sud, c'était sur le panafricanisme, sciences et technologies. Le Mali a organisé son pré-congrès mi-mars, et puis donc le Brésil, qui a été choisi pour organiser la conférence ou le pré-congrès pour la diaspora, a abrité ce pré-congrès autour de la date anniversaire des peuples de descendance africaine le 31 août, donc du 29 au 31 août, à Salvador de Bahia, qui est la région la plus africaine du Brésil. Voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, des gens peuvent avoir des soucis avec le régime du Togo. Des gens peuvent avoir des soucis avec le régime de Lula.
Parce que ce n'est pas seulement que le Togo que les gens accusent. J'ai vu des gens qui ont écrit que le régime de Lula est un régime raciste, ou encore les racistes au pouvoir au Brésil, qui sont en train de briser les Africains ou les peuples de cette africaine, s'est arrogé le droit d'organiser une rencontre et que c'était quelque chose qui n'était pas sérieux. Donc voilà le débat que les gens sont en train d'avoir. Mais à l'occasion donc de ce débat, on a vu pour l'une des rares fois au XXIe siècle des leaders africains au pouvoir, les représentants africains dans l'Union africaine, des membres de la société civile, des membres de l'intelligence africaine, entre ceux qui le voulaient, se sont retrouvés afin de mener ce débat. Donc à Lomé, du 29 octobre au 2 novembre, oui. il y aura donc le 9e congrès, c'est-à-dire tous les congrès et les pré-congrès itinérants vont se retrouver, ou encore ce mouvement va avoir son point culminant à Lomé. Et donc, je pourrais parler de comment est-ce que les conversations vont avoir lieu. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et pour nous, c'était un débat qu'il fallait avoir. Nous ne sommes pas en train de dire que le Togo est le lieu idéal pour organiser un congrès panafricain. Mais parmi tous les pays africains, le Togo a pris l'initiative. C'était une initiative qu'il fallait soutenir et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme hier, quand il fallait dénoncer le Togo ou quand on estime qu'il faut se distancer du Togo, on l'a fait. C'est dans ce décor-là que je suis impliqué dans le processus. Et je voudrais parler de 2 ou 3 autres aspects quand vous me donnerez l'occasion. En tout cas, l'occasion, vous l'avez déjà, Dr Nyaka. Vous pouvez les révéler. Ok. La première des choses, je ne sais pas combien de temps nous avons, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Il nous reste 6 minutes en tout cas, à peu près. Voilà, quand on parle de politique, il y en a qui estiment que tout ce qu'on fait sur la Terre, c'est une question d'argent. Moi, ceux qui me connaissent, ils peuvent aller faire leurs recherches. Sur la base du contrat moral que j'ai eu avec le ministre Robert Dussé, le travail que j'ai fait et que je fais depuis 14 mois en tant que président du comité scientifique, c'est un travail pour lequel je n'ai pas eu de rémunération. Il faut que les gens le sachent. Cette interview va certainement être vue et par les Togolais et par plusieurs personnes. Il faut que les gens le sachent que quand j'ai parlé avec le ministre Robert Dussé, il n'a pas été question d'un salaire que je devais avoir. S'il me l'avait donné, je l'aurais pris. Il ne me l'a pas proposé et je n'ai pas exigé et je ne l'ai pas demandé. Le plus important pour moi, c'était de contribuer à faire avancer la cause du panafricanisme et c'est pour cela que nous sommes dans ce décor. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand les gens parlent du Togo, moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement togolais. Donc, je ne vais pas... Il y a tellement de choses que les gens racontent. Et donc, moi, je ne me suis pas mis dans ce débat-là. Mais une des choses que les gens doivent savoir, c'est quoi? Et que je peux dire, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher au Togo par rapport à l'histoire du Togo, ce qu'il faut savoir, c'est que le président togolais, il y a toujours des problèmes avec son nom. Oui, le président togolais, le président Faure Gnassingbé. Parce que je confonds toujours le père et le fils. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est Faure Gnassingbé. Donc, c'est Faure et Yadema. Je crois que c'est ça, non? Monsieur Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé. Oui. Ok, donc j'ai toujours ce souci-là. Donc, le président togolais, et donc je vais pour régler le débat, le président togolais, c'est-à-dire que même si on le trouve comme faisant partie du maillon france-africain, on a vu que quand les Occidentaux voulaient aller faire la guerre du Niger, que le Togo a eu le courage de se désolariser, de se dissocier et de la Côte d'Ivoire, et du Nigeria, et du Sénégal de Macky Sall, et du Bénin de Patrice Talon. Ça, au moins, c'est un fait. Je ne dis pas que cela efface tous les crimes que le Togo a commis, mais au moins, par rapport à la logique du combat panafricain, ça au moins c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. On ne va pas cracher sur ça, tout à fait. Voilà, bien, on ne peut pas venir dire que ça n'a pas existé. Quand le Togo prend des positions par rapport à la question du Gaza avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça aussi, il faut le dire. Mais par rapport au Niger, par rapport au Mali et par rapport au Burkina Faso, parmi tous les pays france-africains, le Togo a démontré une certaine forme de souveraineté, une certaine forme d'autonomie. Et cela, il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Maintenant, ceux qui estiment que ce n'est pas important, mais qui aiment tant les pays de l'AES, et qui estiment que les pays de l'AES, là, c'est vraiment ce qu'il faut, et qui ne veulent pas reconnaître les constitutions des uns des autres, même Alassane Draman Ouattara, que nous dénonçons tous, même Alassane Draman Ouattara qui voulait aller faire la guerre au Niger, même Alassane Draman Ouattara, à un moment donné, le président burkinabé l'a dit,
que M. Ouattara a donné quelques armes au Burkina Faso. C'est des choses dont il faut parler et il ne faut pas venir faire croire que l'Afrique n'a pas essayé d'avoir sa voix dans ce débat. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et que les Occidentaux voulaient faire la guerre et qu'ils ont pensé qu'ils allaient utiliser le Nigeria et le Ghana, pourquoi est-ce que la France a été obligée d'aller bombarder Gbagbo? Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Jonathan Goodluck, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux pays africains, en 2011, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire la guerre que la France s'est sentie obligée d'aller faire la guerre elle-même. Quand les pays africains n'ont pas pu faire la guerre contre le Niger, la France n'a pas eu le courage d'aller faire la guerre à la lumière de ce qui est arrivé à Gbagbo Laurent ou à la Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir quand nous sommes en train de mener le débat sur le panafricanisme. Maintenant, moi, ce qui nous concerne, oui, on estime qu'il fallait contribuer. Et donc, il y a eu cette alliance circonstancielle avec le ministre Robert Dussé par rapport au 9e congrès. C'est un choix que nous assumons. Dieu merci, ce n'est pas pour de l'argent que nous l'avons fait, c'est pour faire avancer la cause de l'Afrique. Quand on va au Brésil, et que le Brésil qui a été choisi, et que le président Lula lui-même s'implique, à la cérémonie d'ouverture, il y avait 3 ministres brésiliens. À la cérémonie de clôture, il y avait 4 ministres brésiliens, je crois, et d'autres ministres qui sont venus d'ailleurs. Qu'il y a 50 États qui sont représentés. Et qu'à la cérémonie du segment ministériel, il y a eu 35 personnes qui ont pris la parole représentant 35 pays. Et que les gens parlent du panafricanisme. Et que tous ceux qui viennent entendre la trompette du panafricanisme, je pense qu'à un moment donné, ceux qui s'attaquent au projet du Togo devraient avoir un peu d'humilité. Ils ne sont pas plus panafricanistes que Ariel Franco. Ariel Franco est la ministre de l'égalité raciale au Brésil. Sa sœur Marielle Franco a été tuée quand Bolsonaro était au pouvoir. Et Lula l'a menée dans le gouvernement. Elle était à la cérémonie d'ouverture, elle était à la cérémonie de clôture, elle a parlé de la philosophie Ubuntu, elle a résumé le débat qui se passait par rapport au débat que la société civile a eu. Ces gens-là qui parlent là, il faudrait qu'ils sachent qu'il ne peut pas être plus panafricaniste ou bien plus nationaliste que Margaret de Menezes, qui est la ministre de la culture du Brésil, et qui est noire. Donc, les gens sont tellement embourbés dans leur univers francophone et dans la bulle sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas que le panafricanisme n'est pas que ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est important. Ce n'est pas que ça. Ça va au-delà et ça prend en compte là où vivent les peuples des descendants africaines. Voilà ce que les gens doivent savoir quand nous sommes en train de parler du panafricanisme ou du congrès du Togo. Alors, pour sortir définitivement, puisque nous sommes déjà à la limite du temps qui nous avait été consacré, Dr Nyaka, au moment de ressortir de cette émission, et comme je l'avais dit, c'est aussi l'occasion pour vous de répondre à ceux qui vous ont indexé dans certains propos sur nos antennes, et notamment les appelants. Ok, merci beaucoup Bachi. La première des choses que j'avais, je crois que j'ai répondu un peu, mais je vais... Oui, vous avez répondu un peu, j'ai bien suivi. Voilà. Maintenant, c'est... Je vais résumer ça ici maintenant. La première des choses qu'il faut savoir, je n'ai pas, comme je l'ai dit, j'ai eu un doctorat en politique publique et en politique publique et développement, public policy and development, politique publique et développement en Afrique. C'est ce que j'ai fait. Et par rapport à mon parcours, donc j'ai pu faire ce genre de choses, c'est pour ça que j'enseigne l'histoire. Donc je n'ai pas décidé d'aller faire l'histoire pour essayer de overshadow ou bien de dominer Gbagbo. Ce serait prétentieux. Gbagbo est un grand homme qui a fait de très grandes choses et puis qui a un homme aussi aux grands défauts et puis aux grands faux pas. Et je ne cherche pas à mener ma vie par rapport à Gbagbo. Il m'a inspiré et à un moment donné, il fallait le transcender. C'est pour cela que je parle du panafricanisme comme Gbagbo ne le fait pas. C'est ça aussi, il faut que les gens le sachent. Quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai voulu faire et c'était l'une des premières distinctions que j'ai eues avec Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'il fallait que, quand il faisait son combat pour le nationalisme, il pouvait embrasser la cause du panafricanisme. C'est des conversations que j'ai eues avec lui. Et je peux vous faire une confidence. Quand j'étais dans son journal, je lui ai demandé, Laurent Gbagbo, je le tutoyais, c'est ce qui me permettait de faire. Tu as écrit beaucoup de choses sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Quand est-ce que tu vas écrire ton livre sur le destin de l'Afrique? Je lui ai demandé ça, je n'avais pas encore 30 ans. Gbagbo m'a dit qu'il allait le faire un jour. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est en 2010, en pleine crise, que j'ai entendu Gbagbo Laurent dire qu'un jour, il va écrire un livre.
qu'est-ce que la Côte d'Ivoire sans l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique sans la Côte d'Ivoire? C'était 2010. Et après ça, il s'est retrouvé en prison. C'est ce livre-là que moi j'ai écrit, que je n'ai pas encore publié. Donc, je veux dire, il faut que les gens le sachent, qu'il a été mon mentor. Gbagbo Laurent m'a inspiré, mais je n'ai aucune rancune contre lui. Et que quand il a été mis en prison, et que le combat nationaliste qu'il menait a eu des ramifications panafricanistes, des gens ont estimé que de par mes prises de position aux États-Unis, que j'étais devenu la voix de la Côte d'Ivoire souveraine. Les vidéos sont sur Internet depuis 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui. On a mené ce combat pour la libération de Gbagbo quand beaucoup de panafricanistes aujourd'hui qui sont en train de vociférer, quand ces gens ont estimé que Gbagbo avait commis tellement d'erreurs qu'il fallait se dissocier de son combat pour sa libération. Et là, on l'a mené malgré les divergences et les dissensions que j'avais avec lui. Deuxième élément, moi, je ne fais pas les choses pour de l'argent. Quand j'étais en train de défendre la crise, la Côte d'Ivoire souveraine, on m'a posé une question. Une journaliste de RFI et puis un journaliste à New York. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce n'est pas parce que je chercherai à avoir un poste? Je leur ai dit que je ne fais pas les choses pour de l'argent. C'est ce qu'on a fait. Ils ont fait leur enquête. Ils se sont rendus compte que je ne suis pas là pour de l'argent. Donc, le ministre Dussé ne me paye pas pour faire le travail que j'ai fait et que nous allons compléter avec le Congrès panafricain qui va se tenir à Lomé. Troisième élément, moi, je ne connais pas Achille Mbembe. Je l'ai vu une seule fois et je sais qu'il ne se souvient même pas de moi. Donc, on n'est pas des amis. Je ne parle pas avec lui. Essayez de dire que moi, je serais entré dans cette affaire du Congrès panafricain à cause des 13 milliards de Macron. Vraiment, c'est une idiotie que je ne peux même pas imaginer de cet individu-là. Alors, donc, il faut que les gens le sachent. Le discours que je viens de tenir là, ce n'est pas un discours que Macron a envie d'entendre. Donc, quand les gens parlent, il faut qu'ils soient un peu conséquents. Et troisième élément, on peut parler d'Achille Mbembe comme on veut. C'est un grand intellectuel. Je ne partage pas sa perspective parce qu'il n'a pas embrassé le panafricanisme, mais Achille Mbembe est un éminent intellectuel. C'est-à-dire que ceux qui parlent là doivent au moins le respecter par rapport à ce qu'il fait dans l'univers académique, dans l'univers universitaire, si je peux me permettre de parler ainsi. Le dernier élément, comment est-ce qu'on va savoir qui a raison? Ceux qui estiment qu'il ne fallait s'opposer au Congrès panafricain, certains l'ont fait. D'autres ont pensé que ça allait échouer. Mais je pense qu'à la lumière de ce qui s'est passé au Brésil et à la lumière de l'implication des gens qui sont sincères dans le projet, le Congrès, à moins qu'il y ait quelque chose que Dieu a programmé, le Congrès va avoir lieu et cela va s'inscrire dans la logique des grands congrès panafricains. Un des éléments auquel nous avons contribué par là nous sortons au Brésil était la question de la 6e région. Et si cela peut être un élément important du congrès de Lomé, le congrès de Lomé sera inscrit dans l'histoire de l'Afrique comme étant un des congrès ou un congrès qui aura contribué à faire avancer la cause de la 6e région de la diaspora africaine qui pourrait avoir son siège à Salvador de Bahia au Brésil, où il y a une très forte concentration de Noirs. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, je vous remercie. Et donc, il faut faire attention quand les gens parlent des gens qui ne connaissent pas. Et on est en train de faire ce qu'on peut. Je ne le fais ni pour de l'argent, ni pour quoi que ce soit. Je le fais pour servir l'Afrique et c'est ce que je fais. Merci. Et donc, à l'occasion de ce congrès, j'ai eu l'occasion de partager la vision que j'ai du panafricanisme. Et cela se voit dans les différentes déclarations. Contrairement à un certain nombre de personnes qui estimaient qu'il fallait se mettre à l'écart, ce congrès a été une opportunité pour des gens comme nous de faire véhiculer une vision du panafricanisme, une nouvelle vision, une nouvelle dispensation qui s'appuie sur la philosophie Ubuntu dont on parlera une autre fois. Merci. Merci à vous également, Dr Nyaka. Et donc, le congrès, c'est du 29 octobre au 2 novembre 2024. Ce sera à Lomé. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'était notre entretien avec Dr Nyaka Larotier-Gervais. Il est donc maître des conférences, et je corrige rapidement, et chef de département d'études de panafricanisme à l'université Lincoln en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Dr Nyaka, qui est également à la tête du comité scientifique du 9e congrès panafricain. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous une prochaine fois sur les antennes de Pan African Media.